Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Yann Rivoilan est avec nous, président de la Fédération française du prêt-à-porter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, encore une marque qui connaît de grosses difficultés. Jennifer, enseigne de prêt-à-porter féminin, 999 employés, mise en liquidation judiciaire, requête acceptée hier par le tribunal de Bobigny, poursuite des activités jusqu'au 28 mai. Il y a des repreneurs ? Pour l'instant, non. Je sais, j'ai eu les dirigeants hier, ils se battent avant tout pour l'emploi de leurs salariés. Oui. Ils ont déjà, il y a plus d'un an, fait un challenge extraordinaire en essayant de redresser cette marque. Ils n'y sont pas arrivés et ils ne pouvaient pas y arriver avec des sociétés comme Shein et Temu. Et donc, il est très compliqué de trouver des repreneurs compte tenu de l'inefficacité de notre gouvernement actuellement. Bien, alors justement, vous parlez de Shein et Temu, mais je vais y revenir, mais... Je regardais, Jennifer, c'est une marque de prêt-à-porter pour les ados, oui. Essentiellement. Camailleux, Koukaï, qu'est-ce que j'ai encore ? San Marina, Naf Naf, qu'est-ce que j'ai ? Burton of London, et d'autres marques sont menacées. Oui, c'est toutes les marques qui étaient la gloire de la France il y a maintenant plus de 30 ans, oui. Qui avaient créé ce moyen de gamme extraordinaire qui dynamisait nos commerces, qui dynamisait nos centres-villes et qui désormais est en train de s'effondrer parce qu'il y a cette concurrence du discount, de ce hard discount et surtout de cette ultra fast fashion qui leur pique tous leurs clients. Oui, au départ, il y a eu Zara, il y a eu H&M, il y a eu ces grandes marques qui sont arrivées, européennes. Zara, H&M, c'est européen. Il y avait un équilibre. Il y avait un équilibre ? Oui, il y avait un équilibre parce que tout le monde avait les mêmes armes. Oui. On avait chez Zara une certaine excellence opérationnelle et on faisait 100 nouveaux produits par jour. Donc c'était déjà 100 nouveaux produits par jour chez Zara ? Chez Shein, c'est 10 000 nouveaux produits par jour. Non. Donc on n'est pas du tout dans la même variable. On est, avant, dans une marque française, on en faisait entre 3 et 30 par jour nouveaux. Donc il y avait un vrai dynamisme. Et là, avec Zara, il y avait une grosse concurrence, mais on était encore dans les mêmes registres. Zara paye ses impôts, H&M paye ses impôts. En face, on a Shein qui fait 10 000 nouveaux produits par jour et surtout qui ne paye pas ses impôts. Oui, qui ne paye pas de TVA sur les colis de moins de 150 €. Et qui ne paye pas de taxes sur les produits de moins de 150 €. Qui ne paye pas ses ouvriers, qui ne paye pas la pollution qu'il engendre. Donc, résultat, on a une concurrence déloyale et qu'on laisse complètement faire pour l'instant. Alors, le gouvernement semble vouloir réagir. Vous avez vu les mesures annoncées. Vous en pensez quoi ? C'est pour l'instant uniquement de la com. Parce que c'est des actions qui peut-être se mettront en place en 2026. Oui. Avec l'Europe qui peut-être mettra aussi des taxes. Mais il va y avoir une réunion européenne là, parce que l'Europe a peur là. Alors l'Europe a raison d'avoir peur parce que en phase 2, il y a les États-Unis qui ont mis une taxe de $100 sur chacun de ces colis. Donc là, il y a clairement un mur qui a été mis en place aux États-Unis et en face de nous, on accepte d'être encore une passoire comme depuis des années. Oui, vous pensez qu'il faut faire quoi contre Shein et Temu ? Clairement, on a, avec des sociétés comme Shein et Temu, la capacité de les stopper tout de suite. Il y a une loi anti-fast fashion qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a un an, qui interdit de publiciter ces acteurs. Deuxièmement, elle met en place un malus sur chacun de ces produits. Et ce malus alimente un bonus qui permettra aux marques françaises d'innover et un recyclage de se mettre en place. Donc, avec ce type de loi, on les stoppe tout de suite. Or, pour l'instant, cette loi va passer au Sénat, mais elle est moins puissante que ce qu'elle pouvait avoir aussi à l'Assemblée nationale. Oui, je comprends. Et puis, il y a la lenteur législative française, évidemment. Hein. Alors, il y a aussi eu des solutions, des nouveaux gouvernements qui ont ralenti la chose. Mais il n'empêche, toute l'énergie qu'on avait en France et le leadership qu'on avait développé il y a plus d'un an avec, par exemple, Christophe Béchu, l'ancien ministre de la Transition écologique, désormais est complètement abonné avec le gouvernement Bayrou. Bien. Dites-moi, quel est l'avenir du prêt-à-porter français ? L'avenir du prêt-à-porter se fait de façon très belle, par exemple avec des très grandes sociétés dans le premium, avec Cézanne, avec Pollen, avec toutes ces sociétés à la fois digitales, très modernes, avec des très beaux produits qui proposent une qualité-prix extraordinaire. Le deuxième avenir, c'est dans la seconde main. Comme on a aussi des produits
Ça marche la seconde main. Ça marche très bien, les consommateurs s'y mettent, mais justement pas les consommateurs de Chine qui considèrent que acheter des produits à 3 €, c'est plus intéressant que d'acheter de la seconde main. Ils n'arrivent pas encore à comprendre qu'on peut avoir des produits qui durent des années et ils préfèrent acheter des petites choses, et je les comprends. C'est aussi très sympa d'acheter ces petites choses pour se faire plaisir. Et d'avoir tout de suite. Ah. Ça, c'est la manie de notre époque. Et donc, on veut tout avoir tout de suite. Voilà. Mais on peut mettre aussi en place des nouveaux gestes, comme par exemple un chèque seconde main que les entreprises pourraient mettre en place, comme le ticket restaurant, pour justement inciter tous les salariés à pouvoir acheter des vêtements seconde main. C'est-à-dire qu'un chèque, c'est-à-dire que je suis salarié, j'ai comme un ticket restaurant, j'ai un chèque seconde main. Exactement, pour permettre que tous les plus modestes puissent justement avoir envie d'acheter ce type de produit. Yann Rivoilan, je sais que vous travaillez beaucoup sur l'intelligence artificielle, vous êtes passionné par cela. Quel est l'avenir du commerce de détail de prêt-à-porter? Alors, il y a un premier avenir où on montre que Chine, ce n'est que l'intelligence artificielle. Il y a 10 000 nouvelles références par jour, et surtout, il y a beaucoup de vols. Je pourrais vous montrer des photos où on voit comment Chine vole instantanément toutes les références, toutes les photos d'autres créateurs pour faire avec l'intelligence artificielle des copies automatiques de ces images. Donc, elle existe déjà, elle a déjà des effets délétères. Mais il y a aussi un autre avenir, c'est une fois qu'il y aura ces énormes plateformes, on pourra parler à son téléphone ou à son écouteur, à son enceinte chez soi, et lui dire voilà, j'ai besoin d'un t-shirt blanc, et automatiquement on le recevra chez soi sans même savoir d'où il vient. C'est l'ordinateur. Sans savoir d'où il vient. Pourquoi avoir besoin de l'intelligence? Ça veut dire qu'on n'achètera plus de marques? Alors c'est la marque va disparaître. L'intelligence artificielle pourra se dire je sais que Yann Rivoilan préfère des marques premium, des marques bas de gamme, et en fonction de l'utilité, il prendra ça ou ça. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est délirant, en fait. C'est délirant. Non, mais c'est délirant. Et comment est-ce que le petit commerce va pouvoir s'adapter à ça? Et c'est justement le point, c'est que le petit commerce, s'il n'est pas défendu par des normes, s'il n'est pas encadré justement par cette capacité à faire une mode écologique et une mode responsable où on paye correctement les gens, évidemment, il ne pourra jamais tenir. Donc c'est pour ça que maintenant, il faut avant tout se défendre. Il faut créer un écosystème et une fierté européenne pour pouvoir se défendre face à ces géants. En Europe, on a la chance d'avoir Zara, H&M dans le bas. On a la chance d'avoir LVMH et Kering dans le haut, et au milieu, on a dans le très haut, évidemment Hermès ou encore Chanel. Donc on a tout cet écosystème qui, à la fois dans le bas et dans le haut, permet d'avoir quelque chose d'extraordinaire. On peut fabriquer au Portugal, on peut fabriquer en Ukraine en ce moment alors que c'est la guerre. J'ai des photos, j'ai des vidéos d'ouvriers qui m'envoient ça tous les jours et qui se défendent aussi grâce à ça. Donc cette capacité d'avoir une Europe très forte, y compris dans la mode, nous permet de nous dire, si on sait se défendre, on peut créer des emplois et on peut défendre la planète en même temps. Donc c'est maintenant avant tout qu'il faut agir. C'est très intéressant. Vous publiez un livre qui s'appelle, qui a pour titre « Sortez la roue du hamster », c'est ça? Tout à fait, c'est une méthode. Quelle est l'idée? Alors c'est un livre que j'ai écrit parce que j'ai travaillé dans une start-up il y a quelques années. J'étais évidemment absorbé dans tous les outils digitaux et j'ai vu comment ma vie devenait vraiment horrible à cause de tous ces outils. Et donc j'ai découvert comment on arrive à utiliser les réseaux sociaux ou à s'en débarrasser, comment est-ce qu'on peut mieux dormir aussi grâce à ces outils et surtout arrêter de les regarder trop tard le soir, et surtout comment est-ce qu'on peut travailler en équipe. Arrêtez d'envoyer des mails, par exemple. Il sort quand? Il est sorti le 24 avril. Je vous recevrai. Je vous recevrai. Non, mais parce que c'est passionnant, j'ai envie de savoir. Chez Robert Laffont. C'est vachement politique. Sortez les hamsters de la roue plutôt. Bon, merci beaucoup. Merci.